L'effondrement économique de l'Empire ottoman, les causes internes. En 1683, l'armée ottomane frappait aux portes de Vienne, une superpuissance à son apogée, faisant trembler l'Europe. 100 ans plus tard, le tableau est bien différent. Le trésor est vide, les caisses résonnent creux, et le sultan, jadis maître incontesté, doit emprunter à ses rivaux, à ceux qu'il combattait, pour simplement payer ses soldats. Comment, en un siècle à peine, un empire aussi formidable a-t-il pu basculer d'une puissance redoutée à un mendiant en uniforme? On pourrait être tenté de pointer du doigt les guerres incessantes ou les pressions extérieures, mais si l'on y regarde de plus près, la vérité est souvent plus complexe. Aujourd'hui, on va ouvrir les grands livres de comptes de l'Empire ottoman et découvrir que cette faillite monumentale n'a pas été imposée de l'extérieur. Non, elle a germé patiemment, insidieusement, à l'intérieur même de ses frontières, dans les caisses percées de la corruption endémique et dans des impôts qui, curieusement, ne parvenaient jamais à destination. C'est une histoire de délitement interne, bien avant que les pressions externes ne viennent donner le coup de grâce. L'homme malade et son compte en rouge. Vous connaissez sûrement l'expression, un peu condescendante, de « homme malade de l'Europe » pour désigner l'Empire ottoman. Une expression qui a commencé à circuler au XIXe siècle, mais qui, à partir de 1820, prend une dimension bien plus concrète, presque comptable. Imaginez, l'État dépense alors 40% de plus qu'ils ne perçoivent. Un déficit abyssal, une hémorragie financière qui aurait mis n'importe quel gouvernement moderne en cessation de paiement immédiate. Bien sûr, les guerres coûtent cher, c'est indéniable. L'Empire est constamment engagé sur plusieurs fronts, face à des puissances européennes de plus en plus organisées et dotées de technologies militaires avancées. Mais le vrai problème, le nœud du drame, ce n'est pas tant le montant des dépenses que la faiblesse chronique des recettes. Les impôts ne rentrent pas, ou du moins, pas assez. Et pourquoi cette faiblesse des recettes, me direz-vous? Parce que la richesse, celle qui devrait alimenter les caisses de l'État, est déjà partie. Évaporée, ou CA. Dans les poches privées, bien sûr. C'est une fuite constante, une sorte de siphon qui détourne les ressources publiques vers des intérêts particuliers. La monnaie ottomane, l'Axe, cette petite pièce d'argent qui a fait la fierté de l'Empire pendant des siècles, est tellement dévaluée, tellement affaiblie par les manipulations monétaires et l'inflation galopante, qu'en 1844, on n'a d'autre choix que de la remplacer par une nouvelle unité, la Kourousse. Mais ce n'est qu'un pansement sur une jambe de bois, car la Kourousse, à son tour, va dévisser, perdant de sa valeur à une vitesse vertigineuse. Le résultat de cette spirale infernale, une inflation qui flirte dangereusement avec les 30% par an. Pensez-y, vos économies fondent comme neige au soleil, le prix du pain s'envole et la vie quotidienne devient un combat acharne. Et les conséquences ne sont pas que pour le citoyen lambda. Les piliers mêmes de l'Empire en souffrent. Les soldats, la fierté de l'armée ottomane, ces hommes qui ont porté l'étendard du croissant de lune aux confins de l'Europe, touchent leur solde avec 6 mois de retard. 6 mois. Imaginez l'armée la plus redoutée du continent, cette machine de guerre autrefois si efficace, transformée en une cohorte de manifestants affamés, réclamant leur dû, leur pain quotidien. Le décor est plante. L'Empire ottoman n'est pas seulement en guerre contre la Russie ou l'Autriche sur les champs de bataille. Il est surtout en guerre avec ses propres circuits d'argent, avec la logique même de son système économique et financier, un combat qu'il est en train de perdre de l'intérieur. Cause n'est rien, la corruption, un impôt cache surtout. Commençons par le premier poison, celui qui a gangrène l'Empire de l'intérieur, la corruption systémique. Ce n'est pas juste quelques pots de vin par-ci par-là, c'est un mécanisme profondément ancré, une sorte d'impôt invisible, omniprésent, qui se nichait dans chaque transaction, chaque nomination, chaque décision. Dès le XVIIe siècle, cette gangrène s'installe durablement. Les postes publics, loin d'être attribués au mérite ou à la compétence, se vendent littéralement aux plus offrants. C'est un marché où les charges administratives, les gouvernorats de province, les commandements militaires sont des investissements à rentabiliser. Prenez l'exemple d'un gouverneur de province. Il paie une somme colossale, disons 50 000 pièces d'or, une fortune à l'époque, pour obtenir son fauteuil. Son objectif, son unique objectif, n'est pas de servir l'État ou la population, mais de rentabiliser son investissement en 5 ans. Vous devinez aisément la suite, n'est-ce pas? Une cascade de taxes arbitraires, de droits de passage double, de confiscation de biens sous des prétextes fallacieux. Les habitants des provinces sont saignes à blanc, non pas pour le bien de l'Empire, mais pour enrichir un fonctionnaire corrompu. Pire encore,
Le système des fermiers généraux, ces entrepreneurs privent de l'impôt, est une aberration économique. L'État, incapable de collecter efficacement ses propres impôts, sous-traite cette tâche cruciale. Ces fermiers généraux remportent les appels d'offres en promettant un chiffre alléchant au trésor central. Mais tout ce qu'ils extorquent au-delà de cette somme promise, tout le surplus arrache aux paysans et aux commerçants, reste dans leur poche. Le trésor, lui, ne voit jamais la somme promise, ou du moins pas en totalité. C'est un système qui encourage l'abus et l'exploitation, qui affaiblit l'État et appauvrit la population. La confiance dans l'administration s'érosse, et avec elle, la légitimité du pouvoir central. Et puis, il y a les janissaires. Cette élite militaire, autrefois le fer de lance de l'Empire, créée pour protéger le sultan et faire respecter l'ordre, se transforme progressivement en une véritable entreprise de protection, ou plutôt de raquette. Ils deviennent un État dans l'État, une force conservatrice qui bloque toute tentative de réforme susceptible de menacer leurs privilèges, leurs prébendes, leurs sources de revenus illicites. Ils sont une force d'inertie colossale, un poids mort sur le corps de l'Empire. En 1826, le sultan Mahmoud II désespère de moderniser son armée et de briser l'emprise des janissaires, doit prendre une décision radicale et sanglante. Il bombarde leurs casernes, une opération d'une violence inouïe qui coûte la vie à près de 10 000 hommes. Un acte nécessaire, certes, mais qui laisse un trou banc de 20 millions de pièces dans le budget, car il faut, dans la foulée, recréer une armée moderne, formée à l'européenne, et surtout, payée en temps réel. La corruption, vous voyez, n'est pas une simple fuite d'eau que l'on colmate, c'est une canalisation inversée, un système qui fait en sorte que l'argent public irrigue les ressources privées, les poches individuelles, et jamais, au grand jamais, l'inverse. C'est un transfert de richesse du public vers le privé, organise et systématise, qui avide l'empire de sa substance. Cause numéro 2. Un système fiscal conçu pour l'époque médiévale. Le deuxième poison qui a lentement mais sûrement ravagé l'économie ottomane, c'est son système fiscal. Un système hérité d'une autre époque qui est resté bloqué au Moyen-Âge et qui s'est avéré totalement inadapté aux réalités économiques et militaires des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. L'exemple le plus frappant est celui du Timar. Ce système, simple en apparence, était la pierre angulaire de l'organisation militaire et territoriale ottomane pendant des siècles. Le principe ? L'État concède un bout de terre, un timar, à un cavalier, un sipahi. En échange de l'exploitation de cette terre et des revenus qu'elle génère, le sipahi doit fournir des hommes et des chevaux en cas de guerre, constituant ainsi l'ossature de l'armée impériale. C'était un système ingénieux pour une époque où l'argent était rare et où la loyauté militaire était liée à la terre. Sauf qu'au XVIIIe siècle, ce système est en ruine. Le cavalier, au lieu de se préparer pour la guerre, a vendu ses terres à son voisin, transformé les paysans en simples tenanciers taillables et corvéables à merci, et déclare nonchalamment à l'État « plus de bénéfices, plus de services ». L'État se retrouve donc doublement perdant. Il perd l'impôt théoriquement dû sur ses terres, et surtout, il perd son armée de cavaliers, qui était la base de sa puissance militaire. C'est une désintégration lente mais totale de la structure militaire et fiscale. Ajoutez à cela des recensements archaïques. Les registres fiscaux, les fameux defter, datent parfois de 100 ans en arrière. On y trouve encore des villages entiers qui ont été rayés de la carte par la peste ou les guerres, mais qui figurent toujours comme des contribuables potentiels. Comment voulez-vous calculer un budget, planifier des dépenses, ou même simplement estimer vos revenus quand le nombre de contribuables est une énigme, une fantaisie administrative? C'est comme essayer de naviguer à vue avec une carte vieille de 100 ans. Et puis, il y a les capitulations. Ces traités commerciaux, signés dès 1536 avec la France, puis étendus à d'autres puissances européennes, étaient à l'origine un signe de la grandeur ottomane, un geste de bonne volonté pour encourager le commerce. Mais ils se transforment au fil du temps en un véritable fardeau. Ils exemptent les marchands européens de taxes intérieures et leur accordent des privilèges juridiques et commerciaux exorbitants. Le résultat est catastrophique pour l'économie locale. En 1860, un drap anglais, débarqué dans un port ottoman, ne paie que 8% de droits de douane. Un drap ottoman, produit localement, est lui taxé à 20% pour être vendu sur le marché intérieur. C'est une concurrence déloyale, flagrante. L'économie locale est étranglée chez elle, incapable de rivaliser avec des produits européens moins chers et moins taxés. Les manufactures ottomanes périclitent, les artisans sont ruinés, et l'Empire ne parvient pas à développer une industrie propre. Face à cette hémorragie fiscale,
Quand le gouvernement tente désespérément d'augmenter un impôt, les provinces, déjà surexploitées et exsangues, ne répondent pas par l'obéissance. Elles répondent par des émeutes, par la révolte ouverte, ou plus subtilement, par la fraude pure et simple. On blanchit l'huile d'olive pour la faire passer en contrebande. On fait passer du tabac sous le manteau. On fond des monnaies de bronze dans les citernes pour les soustraire à l'impôt. Le fisc ottoman devient une passoire, un tamis aux mailles trop larges. On estime que jusqu'à 60% des revenus théoriques, ceux qui devraient remplir les caisses de l'État, s'évaporent avant même d'atteindre Constantinople. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe la quantité d'eau que vous y versez, il ne sera jamais plein. La conséquence: banqueroute et tutelle étrangère. Corruption généralisée, système fiscal archaïque et inefficace. La somme de ces poisons internes mène inévitablement à l'addition finale, celle qui sonne le glas de l'autonomie. En 1875, l'Empire ottoman, après des décennies de gestion calamiteuse et d'emprunts inconsidérés auprès des banques européennes, annonce l'inévitable. Il ne pourra plus rembourser sa dette. Une dette colossale, de l'ordre de 200 millions de livres sterling, l'équivalent de 2 budgets militaires annuels. C'est une banqueroute retentissante, un aveu d'impuissance qui résonne dans toutes les capitales européennes. Les créanciers, principalement français et britanniques, ne restent pas les bras croisés. Ils ne veulent pas perdre leur argent. La solution? Ils créent en 1881 la Caisse de la dette publique ottomane. Ce n'est pas une simple agence de recouvrement, c'est un organisme international qui prend le contrôle direct d'une grande partie des revenus de l'Empire. Imaginez la scène. Des fonctionnaires étrangers contrôlent les douanes, les taxes sur le tabac, sur le sel, et même les revenus générés par l'hélice du Bosphore, ce passage maritime stratégique. Pour l'Empire, c'est une humiliation sans précédent, une perte de souveraineté financière totale, un État qui doit demander la permission de lever un impôt sur le thé dans ses propres ports, sur son propre territoire, n'est plus vraiment un État souverain. Il est sous tutelle. Cette perte de souveraineté financière n'est que le prélude à une perte de territoire. L'affaiblissement économique rend l'Empire vulnérable aux appétits des puissances coloniales. L'Égypte, officiellement ottomane mais déjà sous forte influence, passe sous contrôle britannique en 1882. La Tunisie, à peine un an avant, en 1881, devient un protectorat français. L'économie ottomane, déjà moribonde, est désormais transformée en une annexe des banques et des intérêts économiques européens, une simple source de matières premières et un marché pour leurs produits manufacturés. Le coup de grâce, la Première Guerre mondiale, bien sûr. Mais d'ici 1914, l'Empire est déjà à genoux, exsangue, affaibli par des décennies de mauvaise gestion, de corruption et de réformes manquées. La guerre ne fait que pousser la tête sous l'eau d'un corps déjà à l'agonie. Elle achève ce que les dysfonctionnements internes avaient commencé. Conclusion. Alors, quand on raconte que l'Empire ottoman est mort sur les champs de bataille, qu'il a succombé aux coups de boutoir des puissances européennes, c'est une vision incomplète, voire trompeuse. C'est oublier qu'il saignait déjà abondamment, et depuis longtemps, dans ses propres comptes. La corruption a vidé les coffres, les a percés de part en part, tandis que la fiscalité archaïque et inadaptée a empêché de les remplir à nouveau. C'est une leçon d'histoire économique d'une pertinence frappante. Aucune armée, aussi glorieuse soit-elle, aucune puissance militaire ne peut survivre durablement à une trésorerie en berne, à un État gangréné de l'intérieur. Les fondations économiques sont le véritable socle de la puissance. Si l'histoire vous passionne autant que moi, et que vous aimez décortiquer les mécanismes cachés derrière les grands récits, alors n'hésitez pas, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations, et surtout, dites-moi en commentaire, quel autre empire, quelle autre civilisation devrions-nous disséquer ensuite? Quelle autre pièce comptable de l'histoire mérite d'être mise au jour? À la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans les archives.